Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce nouveau rendez-vous politique. Comme vous le savez, la nuit de la Saint-Sylvestre, il y a un accord qui a été signé entre les acteurs politiques majeurs de notre société, de notre nation. Et cet accord, c'est un accord global et inclusif qui nous amène droit vers des élections libres, démocratiques et transparentes fin 2017. Cet accord signé, maintenant, il y a des tractations autour de l'arrangement particulier, mais également autour de la désignation d'un futur Premier ministre qui pourra certainement remplacer Sami Badibanga. Lui, il est issu de l'accord de la Cité de l'Union africaine. Nous allons parler de tous ces sujets, de la décrispation politique, des doublements de partis politiques. Nous allons parler de tout ce sujet avec quelqu'un que nous avons reçu il y a très longtemps dans cette émission. Il s'est fait plus voir, mais aujourd'hui on a pu quand même mettre la main sur eux. C'est M. Olivier Kamitatou, qui est président de l'ARC et vice-président du G7. Bonsoir. Bonsoir Alain. Alors Olivier Kamitatou, comme je le disais tantôt, ça fait un bon bout de temps que vous êtes passé sur nos antennes, mais aussi dans le cadre de cette émission Rendez-vous politique. Comment vous vous portez? Je me porte bien et j'espère que vos auditeurs se portent bien également et je leur souhaite une bonne et heureuse année 2017. Vous avez parlé de l'accord de la Saint-Sylvestre. Eh bien, on a ponctué 2016 par un accord et nous espérons que ça ouvre des perspectives à toutes les familles congolaises, à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour l'année qui vient de commencer. Je leur souhaite tous mes voeux. Alors, nous vous souhaitons aussi tous nos voeux le meilleur à vous et à votre famille, mais également à tous nos chers téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Alors, parlons de cet accord. Est-ce que vous y croyez vraiment, vous? Jeune Afrique même attitré miracle ou mirage? Alors, il y a une phrase qui dit toujours qu'il y a à la fois l'optimisme de la volonté face au scepticisme de la pensée. Je suis pour l'optimisme de la volonté, parce que tout ne dépend que de la volonté politique, de tous les délégués, de toutes les parties prenantes, de tous les acteurs politiques de trouver une solution. Je crois que cette volonté a été forgée au fil des discussions qui ont été difficiles. Il y a peut-être aujourd'hui des éléments qui posent des doutes, mais la foi, c'est aussi avoir un peu de doute. Sinon, on n'aurait pas la foi. Donc je crois qu'effectivement, nous devons avoir la volonté de mettre cet accord en œuvre, parce que cet accord nous conduit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vers des élections. Ce n'est pas une transition qui devrait nous conduire vers une inconnue, non, c'est une transition qui doit être organisée pour que le peuple, le souverain primaire, les Congolaises et les Congolais puissent choisir tout à fait librement le président de la République, les députés provinciaux à la fin de 2017. Nous y croyons. Mais beaucoup de gens qui voient cet accord disent que c'est blanc, bonnet blanc, avec celui pondu à l'issue des travaux de la Cité de l'Union africaine. Il y a eu un dialogue là-bas. On dit vraiment, c'est semblable, les deux accords. Non, je crois qu'il faut qu'au niveau de la population, il faut être très clair. L'accord de la Cité de l'Union africaine, qui a été signé le 18 octobre, et l'accord qui a été signé au centre interdiocésain Senko, le 31 décembre, dans l'esprit et dans le texte, il y a des différences substantielles. Quelles sont ces différences substantielles? La première, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la garantie qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Mais dans l'accord là aussi... il n'y avait pas toutes ces garanties aussi bien précisées. Et parce qu'il n'y avait pas ces garanties, nous avons considéré que l'accord du 18 octobre n'était pas suffisant. Ça, c'est le premier point. Le second point, il n'y aura pas de révision constitutionnelle, ni par la voie référendaire, ni par la voie parlementaire. Et ça, c'est extrêmement important. Même s'il est repris qu'il y a dans la Constitution une possibilité d'ouvrir le référendum, c'est constitutionnel, certes, mais pas pour les questions liées à la Constitution ou à l'article 220 de la Constitution qui sont verrouillées. Ça veut dire ça, c'est le deuxième élément extrêmement important. Le troisième, nous considérons que les élections doivent être organisées en 2017, pas en 2018. Il peut y avoir un glissement après, hein, les impondérables. Aujourd'hui, vous parlez d'impondérables. Oui. Nous ne sortons pas de 5 années d'impondérables. Nous sortons de 5 années de sabotage
permanent du processus électoral. Nous voulons mettre un terme à ce sabotage. Une des raisons pour lesquelles une autre grande avancée sur le dialogue du 18 octobre, c'est que parmi les garanties que nous voulons des élections et que nous voulons les organiser de meilleure manière possible, le Premier ministre viendra du rassemblement. Parce que le gouvernement précédent a échoué. Et nous ne voulons pas rééditer cet échec. C'est une quatrième grande avancée. La cinquième, déterminante, c'est qu'on ne va pas laisser cet accord à volo. On ne va pas laisser les choses glisser. Il y aura un Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, des deux aspects, et l'accord et le processus électoral, par 28 personnes. 28 personnes, c'est le Conseil national de suivi qui sera présidé par Étienne Tshisekedi. Voilà la cinquième disposition. Et la sixième, qui est très importante, parce qu'elle n'a pas été mise en œuvre dans l'accord du 18 octobre, c'est la décrispation politique. Le gouvernement a dans ses priorités la décrispation politique, ce qui veut dire la libération de tous les détenus politiques, de tous les détenus d'opinion, le retour des exilés. Voilà des éléments qui sont le socle d'un accord qui est plus large, qui est plus précis, qui appelle maintenant un arrangement particulier. Je n'aime pas le mot arrangement particulier, qui appelle maintenant les modalités d'application, de mise en application. Donc voilà, je crois que j'ai été très clair. Il faut que dans la tête des téléspectateurs, on ne puisse pas faire de confusion entre ce qui était signé à l'OUA, qui était plus simplement un partage du pouvoir, par rapport à une organisation précise et des éléments précis pour la transition. Venons-en au partage du pouvoir, justement. L'opinion se demande, mais pourquoi n'avez-vous pas été directement, vous vous êtes pas rendu directement à ce dialogue-là de la Cité de l'Union africaine? Parce que ce partage de pouvoir, nous y sommes parvenus. Quand même, avec cet accord du 31 décembre, comme ça l'a été aussi avec l'accord du 18 octobre, pourquoi vous n'avez pas participé à ce dialogue carrément? Tout ce que vous soulevez ici, vous aurez pu les obtenir aussi. Parce que nous avions fixé des préalables. Nous n'avions pas les garanties que nous pourrions arriver effectivement à ce que l'autre partie puisse, avec elle, dans une large inclusivité, ce qui est véritablement aussi une des caractéristiques de l'accord de la CENCO, une large inclusivité, un processus géré par les Congolais, non pas un processus dévoyé progressivement à travers des mécanismes, même de facilitation. Je ne veux pas ici porter jugement sur Edem Kodjo. Il nous fallait un dialogue sous les bons offices, totalement neutre, totalement neutre et impartial. Nous avons effectivement remis cette facilitation, ces bons offices entre les mains de la CENCO, et je crois qu'aujourd'hui, vous avez eu un résultat qui est un résultat d'un accord pour les Congolais, par les Congolais. Et ça, c'était le plus important. Mais apparemment, vous avez soufflé le chaud et le froid en même temps, parce que à l'époque, c'est le rassemblement qui avait exigé une facilitation internationale. Une facilitation internationale, certes, mais quand vous avez vu les termes de référence de cette facilitation, immédiatement, et le peuple l'a compris tout de suite, c'est qu'il y avait là maille à partir avec cette facilitation. C'est que les termes de référence n'avaient pas bien été établis. On n'avait pas évoqué le chapeau qui est d'abord le respect de la Constitution, le respect de la résolution 2277, ce qui préconisait effectivement que nous nous retrouvions tous dans un dialogue inclusif, et Edem Kodjo n'est pas parti sur ces données-là. Il a fallu le pousser progressivement, et finalement le résultat était plus que décevant, puisque vous avez constaté qu'effectivement il s'est limité à un simple partage du pouvoir. Nous ne voulons pas un partage du pouvoir pour le pouvoir. Nous voulons simplement que ce soit une garantie entre des partis. Ça veut dire que les uns et les autres doivent avancer dans la même direction, au même pas, avec le même objectif. Ce n'était pas le cas du 18 octobre. Mais là aussi, vous menez une politique de haute loi de l'âge que je lui mette. Parce que Sami Badibanga, il est issu du rassemblement. Il a été à Genval. Et aujourd'hui, vous ne pensez pas que lui aussi, il peut constituer une garantie pour qu'il y ait ces élections-là? Vous le croyez vraiment? Vous avez vu l'accueil de l'accord du 18 octobre. Je ne veux pas parler maintenant de la question du dédoublement, nous y reviendrons, mais je crois qu'aujourd'hui, eh bien, les parties prenantes qui ont été identifiées, qui ont été
été convoqués, invités à ce dialogue par la CENCO, à savoir le rassemblement dans toute sa diversité avec ses différents groupements, le front du respect de la Constitution, la société civile d'un côté, parmi les non-signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine, et les signataires. Nous avons rassemblé tout le monde sur ces deux pôles. Et je crois que les évêques ont effectivement été particulièrement judicieux d'organiser pour la première fois un dialogue de tous les Congolais avec une trentaine de personnes. C'est déjà un résultat exceptionnel. D'habitude, la représentativité pose problème. Ici, vu l'urgence, nous avons considéré que sous les bons offices de la CENCO, une trentaine de personnes, 32 exactement, pouvaient trouver solution au problème de la nation. Cet accord-là, ce n'est pas seulement pour arriver à la calmie. Non, le 19 décembre est passé. On est en plein 2017. Et puis bon, après, bon, un mirage, on évolue, on évolue. Je crois que là, vous parlez peut-être au nom de la majorité et de ceux qui ont signé l'accord de la Cité de l'Union africaine. Non, il n'y a pas de cynisme. Il y a la volonté de trouver solution au problème de la nation. Et la nation a un grand problème aujourd'hui, c'est que toutes ces institutions tombent progressivement dans l'illégitimité. Le 19 décembre était la fin du mandat du président de la République. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Une disposition constitutionnelle qui dit qu'il reste en fonction jusqu'à l'installation effective. Nous parlons ici de la légitimité populaire. Le peuple congolais a élu le président de la République pour 5 ans. Son mandat s'est terminé le 19 décembre. Et n'oublions pas qu'à partir de là, nous avons eu une vision. C'est se dire, comment un président illégitime peut-il continuer à diriger la République démocratique du Congo en s'appuyant simplement sur la toute petite légalité d'un arrêt de la Cour constitutionnelle? Non. On le voit aujourd'hui, les difficultés qu'il y a à continuer à travailler quand on n'a pas de légitimité populaire. Nous avons déjà eu une très longue transition avec le maréchal Mobutu, qui est tombé illégitime le 4 décembre 1991. Vous avez vu ce qu'il en est advenu de refuser sans cesse les élections. Aujourd'hui, nous avons eu des élections en 2006, en 2011. Maintenant, nous devons avoir des élections en 2016. Nous ne les avons pas eues parce que le processus a été sabordé. Vous le savez très bien. Nous avions les moyens d'organiser ces élections. Nous ne l'avons pas fait. Il y a une faute, il y a un péché originel. À partir de là, comment pouvons-nous retrouver confiance en nous-mêmes pour que nous puissions aller de l'avant et très vite donner au peuple les élections que le peuple attend? Alors le chef d'État dit qu'il faut une mise en application rapide de cet accord. Mais entre-temps, ça traîne puisqu'il n'y a pas d'inclusivité. Et l'AMP exige cette inclusivité pour mettre en œuvre cet accord, même l'arrangement particulier. J'ai entendu, Comment madame, vous allez parvenir à cette inclusivité alors qu'il y a un groupe signataire de l'accord du 18 octobre qui se cramponne sur sa position en disant que non, nous ne sommes pas concernés. Et pourtant, ils ont pris part aux travaux. Quel groupe? Le groupe de Sami Badibanga. Bon. La nation peut-elle s'arrêter à un groupe qui est lui-même marginal dans l'opposition ou dans la majorité? Je pensais que vous me parleriez peut-être du MLC. Le MLC a très bien dit, Mme Bazeiba a bien dit, nous ne pouvons pas prendre cela comme prétexte pour bloquer un accord, parce que la nation ne peut pas être bloquée sur des principes de négociation de l'arrangement, parce que le MLC souhaite avoir telle ou telle position. Nous pourrons y revenir. Pour ce qui est du Premier ministre, bien écoutez, s'il veut s'accrocher à son fauteuil, nous avons deux familles politiques importantes aujourd'hui, les signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine, qui, dans leur large majorité, ont souscrit au processus de la CENCO, et les non-signataires, qui, dans leur très large majorité, ont souscrit également au dialogue de la CENCO. Je crois que l'inclusivité est là. Il ne faut pas confondre représentativité, consensus, inclusivité. La plupart des grands acteurs sont là. Preuve en est d'ailleurs, c'est que l'accueil de cet accord a été un accueil très favorable de la population. Les tensions se sont largement apaisées parce que chacun s'y est retrouvé. Maintenant, un compromis reste un compromis. On peut toujours bouder un compromis, on peut toujours douter d'un compromis. Il fait partie effectivement du jeu politique, mais la plupart des acteurs sont là et on ne peut pas se réfugier derrière un manque
entre guillemets, d'inclusivité pour bloquer toute la nation. Parlons de l'arrangement particulier. Où en êtes-vous, vous, le Rassemblement, en ce qui concerne la désignation du futur Premier ministre? Le futur Premier ministre, nous avons considéré que, effectivement, pour les raisons que je viens d'évoquer, qu'il devait venir du Rassemblement. L'accord global et inclusif en dispose. Le Premier ministre sera proposé par l'opposition non signataire Rassemblement. Maintenant, le Rassemblement a différentes forces politiques. Nous, en tant notamment le G7. Notamment le G7. Et donc le G7 a souscrit à une démarche qui est très simple. Le respect du poids politique, le respect du poids historique. Qu'est-ce qui détermine le poids politique? Et le poids politique est déterminé par le nombre d'élus que vous avez eu, au moins cela. En 2011, il y a eu des élections. L'UDPS a fait une quarantaine de députés. Je n'ai pas le chiffre exact. 42 peut-être. Mais qui ont été exclus de l'UDPS. Peu importe, peu importe. L'UDPS a eu 42 députés. On s'est arrêté à une date qui s'appelle 2011. On a fait une large photographie des forces politiques. L'UDPS n'est pas suspecté d'avoir pu combiner avec la CENI pour avoir des députés supplémentaires. Au contraire, certainement qu'ils en ont perdu dans beaucoup de circonscriptions. Ils étaient dans une opposition dure. Ils ont obtenu le plus grand nombre de sièges au niveau de l'opposition. Si nous devions comparer, le G7 a eu 80 députés, tous les partis du G7 réunis. Nous avons considéré que le premier parti de l'opposition reste l'UDPS. Et donc, en ce sens, c'est un critérium qui est très simple. Vous êtes le premier parti de l'opposition, il vous revient de désigner le Premier ministre issu du Rassemblement. Il y va simplement du bon sens. Mais l'UDPS ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Qu'est-ce à Excusez-moi dire pour l'expression, mais je veux dire c'est que Mme Eve Bazaïba fustige, en disant que, écoutez, on ne peut pas avoir le père, Étienne Tshisekedi, comme président du Conseil national de suivi de l'accord et le fils comme Premier ministre, même s'il faut dire que ce n'est pas garanti que c'est le fils qui sera Premier ministre. Vous faites une spéculation bon, de journaliste. Oui, nous avons posé l'UDPS. Nous avons posé un critérium, nous l'avons transmis, nous en avons discuté au niveau du Rassemblement, qui pourrait avoir ce profil de Premier ministre. Je crois qu'au niveau de l'UDPS, il doit y avoir des personnalités qui ont ce profil. Maintenant, il ne faut pas confondre non plus le Conseil national de suivi et le Parlement. Le Conseil national de suivi ne vient en rien prendre les prérogatives de l'Assemblée nationale. Ou du Sénat. Donc ce n'est pas un contrôle. Et là, il faut être très clair sur cette question. On n'est pas ici venu substituer de nouvelles institutions à celles qui existent déjà. Alors, il va jouer quel rôle? Non. Je reviens à quelque chose d'historique. Le MLC. Pour le peu que j'en connaisse, j'en connais un tout petit peu de l'histoire du MLC. Rappelez-vous Sun City 1 et Sun City 2. Sun City 1, il y a eu un accord particulier entre le président Joseph Kabila et le MLC de Jean-Pierre Bemba. Par manque d'inclusivité, le RCD n'étant pas là, l'opposition, M. Tshisekedi n'étant pas là, avec M. Katebe Katoto, ils ont fait un front pour la survie de la démocratie. Alliance pour la sauvegarde du dialogue. À l'époque. Bon. Maintenant, on a fait un Sun City 2. Une négociation a eu lieu. Et le MLC a obtenu non seulement d'être dans le présidium de l'exécutif, avec une personnalité très forte. Ça veut dire, dans l'exécutif, il a occupé le siège, un des sièges les plus importants, si pas le plus important, juste après le président de la République. De la République. Avec une personnalité très très forte. Jean-Pierre Bemba, oui. Et le MLC a obtenu quoi d'autre? La présidence de l'Assemblée nationale. Et alors? Ce n'est pas le contrôle de l'exécutif? Ce n'est pas la même chose qui se reproduit ici? Qu'on voudrait prétendre que non, ce n'a jamais été fait? Non, le MLC, à un moment donné, a eu l'Assemblée nationale, a eu l'exécutif. Aujourd'hui, le Conseil national de suivi n'est absolument pas le législatif. Le Conseil national de suivi est une autorité morale, 28 personnalités, qui vont scruter attentivement le processus, le chronogramme, les engagements souscrits par les partis, qui pourront dresser éventuellement un carton jaune, un carton rouge, qui pourront annoncer à la population « nous sommes dans la bonne voie ». Nous ne voulons pas une transition qui s'enlise. Nous ne voulons pas que les postes, eh bien, nous privilégions le confort des ministères que les autres auront, plutôt que l'objectif fondamental de la transition qui doit être très courte pour arriver vers des élections qui soient crédibles, qui soient
impartiale, dont les résultats seront opposables à tout le monde. Alors pourquoi vous avez confié la présidence à Étienne Tshisekedi? Pourquoi quels sont les critères objectifs qui ont fait que le critère objectif, nous l'avons confié avec nos amis qui sont signataires de la Cité de l'Union africaine par rapport à ce que représente Étienne Tshisekedi, qui n'est pas suspecté de compromission. Parce qu'il est clair aujourd'hui que pendant 5 ans, ce processus a été saboté délibérément. Nous en avons tous les éléments. Nous sommes maintenant dans une phase de réconciliation. Il ne sert à rien de jeter la pierre sur ceux qui ont échoué. De remuer le couteau dans la plaie. De remuer le couteau dans la plaie. Mais aujourd'hui, Étienne Tshisekedi aura à cœur, parce que, effectivement, vous avez 2 races d'hommes politiques. Vous avez les hommes politiques de négociation, vous avez les hommes politiques des élections. Je crois qu'il ne faut pas que la race de ceux qui font la politique par la négociation l'emporte sur ceux qui veulent faire la politique et qui la font par les élections, par le souverain primaire. Et Étienne Tshisekedi fait partie des hommes qui n'ont jamais fait de compromission dans leur vie politique, dans leur combat politique contre la dictature, pour la liberté, pour la démocratie, pour les institutions, pour l'état de droit. Personne ne peut lui enlever cela. Et donc nous considérions que c'était la figure emblématique qui pouvait garantir que, eh bien, les élections auront bien lieu dans le délai qui vient d'être fixé. Mais ça se raconte à la Cité que c'est plutôt un deal entre le G7 et l'UDPS, parce que le G7 va soutenir l'UDPS maintenant pour la transition, primature, présidence du Conseil national de suivi. Entre-temps, en 2017, le G7 va positionner son candidat. Alors, non, ce n'est pas un deal entre il faut rendre l'ascenseur. Ce n'est pas un deal entre des partis qui auraient été faire quelque chose au coin d'un bois. Non. C'est un accord qui a eu le consensus de toutes les parties, sous les bons offices de la CENCO, qui était signé dans un compromis global et inclusif, autant par l'AMP que par les autres oppositions qui sont signataires de la Cité de l'Union africaine, que par les non-signataires. Tout le monde s'est retrouvé derrière cette fonction. Et ça s'est fait par consensus? Ça s'est fait par consensus, tout à fait. Sinon non. Oui, parce que quand vous dites que les non-signataires y ont souscrit, ça veut dire qu'ils étaient d'accord que Étienne Tshisekedi puisse être le président de cette institution citoyenne. Personne ne les a poussés à signer. Ça veut dire que c'est un consensus. Ils ont trouvé que cette proposition, cette offre était tout à fait raisonnable et que cette personnalité avait le profil pour garantir que cette transition n'ira pas dans le fossé. Alors, parlons de la désignation du Premier ministre. Si Étienne Tshisekedi, parce que cela dépend aussi de son pouvoir discrétionnaire, c'est lui qui va désigner, selon le profil que vous lui avez donné. Alors, il peut aussi désigner quelqu'un qui n'est pas de l'UDPS. On parle par exemple de KTB Katoto. L'UDPS a la main sur la désignation du Premier ministre. C'est une règle que nous avons respectée à l'intérieur même du G7, c'est qu'il y a un poids politique et que c'est peut-être le meilleur arbitre possible, parce que ce poids politique ne vient pas ex nihilo. C'est le soutien populaire, ce sont des centaines de milliers d'électeurs. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous considérons aujourd'hui, je reviens toujours à ça, que c'est le premier critère de crédibilité. Nous avons besoin de restaurer la crédibilité de la classe politique par rapport à la population. Aujourd'hui, l'image qu'on veut montrer est une image d'un pays qui se ressaisit. Nous avons compris qu'il y a eu trop de victimes à partir du 17-18 janvier 2015. À travers le mois de septembre. Encore ici, les tensions qui se sont créées le 19 décembre. Nous devons mettre un terme à tout cela et trouver un compromis. Justement, vous parlez de victimes, mais est-ce qu'il fallait autant de morts pour en arriver à cet accord? Est-ce que vous ne pouvez pas négocier avant qu'il y ait des morts? Écoutez, le principe de la négociation, nous l'avons toujours soutenu. Mais pour négocier ou pour danser le tango, il faut être à deux. Il faut avoir une deuxième partie qui accepte de venir négocier. Parce qu'une négociation, c'est se départir de quelque chose. Nous ne souhaitions pas que Joseph Kabila perdure après le 19 décembre. Pour nous, Joseph Kabila devait partir. Il devait remettre son mandat. Nous lui avions dit, il faut démissionner, Monsieur le Président, vous devez partir dans la grandeur et dans l'honneur. Nous avons fait une large concession. Et ça, c'est important, ne l'oublions pas. Je crois qu'aujourd'hui, les gens sont un peu subjugués par le partage des postes. Mais la plus large concession qui ait été faite, c'est que le 19 décembre était la fin, à minuit, du mandat du président de la République qui n'avait pas pu organiser l'élection de son successeur.
Ne l'oublions jamais. Donc nous avons fait une grande concession au président de la République et à sa famille politique qui avait échoué à organiser les élections de son successeur. Donc vous faisiez partie aussi. Nous en avons fait partie et nous l'avons quitté. Vous assumez aussi cette responsabilité. Nous assumons le fait qu'à un moment donné, face au sabordage du processus, nous avons quitté délibérément. Jamais, jamais, la responsabilité politique n'a été aussi forte de la moralité. Dès lors que nous avions à 3 reprises allumé les signaux d'alerte en disant « Nous devons avoir des élections pour vous permettre, Monsieur le Président, de céder votre flambeau à votre successeur. » Nous avons été révoqués. Je crois que nous n'avons pas voulu garder les postes. D'autres ministres nous ont suivis librement en disant ils ont démissionné. Et le peuple congolais a compris qu'il y a un vrai problème dans cette majorité. Ceux qui veulent garder le pouvoir pour le pouvoir et ceux qui veulent respecter la Constitution. Nous étions dans le bord de ceux qui veulent respecter la Constitution, tout comme Étienne Tshisekedi a toujours été du bord de ceux qui veulent respecter la Constitution. Nous nous sommes retrouvés sur cette base, qui est une base dont 85% du peuple congolais peut légitimement dire c'est notre Constitution. Et les 15% se sont ralliés. N'oublions pas que cette Constitution est le fruit d'un référendum populaire organisé en décembre 2005, où 85% de la population congolaise a dit oui. Eh bien, nous disons aujourd'hui que nous devons mettre en œuvre cette Constitution. Et si nous avons fait cette concession de quelques mois supplémentaires d'extension pour le président de la République, c'est un président de transition qui doit céder le flambeau à son successeur le plus rapidement possible. Alors, vous, G7, vous avez cet honneur-là, ce mérite-là, vous avez eu à quitter. Comme vous avez dit, vous avez démissionné. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement en vue. Le G7 est-il preneur pour les postes ministériels? Le G7 peut l'être. À titre personnel, je ne peux pas maintenant dire est-ce qu'un l'un ou l'autre qui a quitté le gouvernement veut y revenir. C'est tout à fait secondaire pour le G7. Aujourd'hui, le G7 est totalement mobilisé sur l'organisation de sa plateforme électorale, de son programme, de son candidat, des élections, des candidats qui vont sillonner les circonscriptions. Nous croyons aux élections. Quand j'ai dit que les partis du G7, que ce soit le MSR, que ce soit mon parti, l'Alliance pour le renouveau du Congo, que ce soit le PDC de José Ndundo, que ce soit l'UNAFEC de Gabriel Kyungu, on reviendra sur son dossier, ou ACO de Dani Banza, ou l'UNADEF de Christian Mwando, paix à l'âme de son père Charles Mwando qui nous a quittés. Nous sommes des grands partis politiques. Nous avons des élus nationaux, des élus provinciaux, nous croyons aux élections, nous voulons de bonnes élections. Nous sommes plus mobilisés sur cela. Et s'il faut participer au gouvernement pour être sûr que nous irons tous ensemble vers ces élections-là, pourquoi pas? Mais notre objectif, avant tout, c'est une transition qui conduise vers des élections le plus rapidement possible. Et nous sommes prêts à affronter nos contradicteurs sur le terrain électoral. Nous sommes prêts à aller de circonscription à circonscription, de groupement en groupement. Nous sommes tous prêts. Nous avons un candidat, nous avons un programme, nous avons des candidats pour les élections provinciales et les élections nationales. Nous allons continuer à travailler et nous allons faire une large plateforme parce que je crois qu'aujourd'hui, eh bien, notre combat politique, les gens l'ont compris, c'est des élections, c'est certainement pas une transition. Alors, le fait d'avoir quitté le gouvernement, ça vous a aussi coûté le dédoublement de vos partis politiques. Effectivement, il y a des gens qui peuvent accepter le sacrifice de quitter un gouvernement, de quitter une majorité. On y est confortable. Alors, avec l'accord aujourd'hui, vous en avez parlé. Est-ce que vous êtes parvenu à un consensus là-dessus, sur la fin de dédoublement de le dédoublement des partis politiques a été une action de sabotage des partis qui avaient quitté la majorité. Et le fait de le reconnaître à travers ce compromis qui dit c'est la fin de ce dédoublement, c'est qu'il y a eu une responsabilité. Nous avons dit, mais consigné dans l'accord. Systématiquement, il est consigné dans l'accord que non seulement 2 partis, il faut rapporter les arrêtés, à savoir le MLCL, on enlève, le MSR, on retire l'arrêté qui était signé par le ministre de l'Intérieur, et les autres partis où il n'y a pas eu d'arrêté, mais où il y a eu un dédoublement de fait, on stoppe ce dédoublement parce qu'il y va non seulement de la sécurité
des élections. Vous n'irez pas voir deux arcs aux élections. Il y a l'arc, eh bien, qui est avec le président Olivier Kamitatou, le secrétaire général Bruno Lapika, et c'est le seul arc qui tienne. Le reste, c'est de l'anarchie. On ne peut pas aller aux élections dans l'anarchie. On ne peut pas aller dans un processus qui va dériver vers de la violence, parce qu'il y va maintenant de l'honneur des uns et des autres, mais surtout de la sécurité des électeurs. Maintenant, ce dédoublement a provoqué un autre séisme au niveau de l'Assemblée nationale, où les groupes parlementaires ont été totalement déstructurés. Tout ça a été fait sciemment pour museler l'opposition à coups de billets verts. Eh bien, nous disons non. Ce n'est pas une nation qui s'honore, ce n'est pas une grande nation. Revenons à la situation créée au 14 septembre, créée au mois de mars pour le MLC. Il y a des partis politiques, ils sont reconnus, ils sont identifiés, on en connaît les leaders. On ne peut pas aujourd'hui, sous quelque prétexte que ce soit, considérer que ces partis politiques-là, eh bien, à coup d'argent, par la corruption, par la faiblesse des uns et des autres, laisser courir des gens qui vont effectivement, avec les flambeaux, les symboles, les sigles, aller battre campagne, alors que les partis existent, ils sont reconnus par le gouvernement. Vous avez parlé tout à l'heure de la réconciliation nationale. Êtes-vous prêt à vous réconcilier avec vos frères, vos sœurs, bien entendu, qui sont dans les autres partis politiques dédoublés? Écoutez, si on... C'est-à-dire ARC dédoublé, vous savez, quand... UNADEF, UNAFEC... le président de la République, ACO. Le président de la République, par la promotion de l'accord de la CENCO, parce qu'il l'a reconnu, il le soutient, est dans une démarche de réconciliation. C'est un adversaire politique pour nous. Il nous a chassés, il nous a révoqués. Nous avons été presque humiliés. Nous disons non. Il faut d'abord se réconcilier parce qu'au-dessus de nous, au-dessus de nos intérêts personnels, il y a d'abord une nation, un peuple congolais qui attend de nous le dépassement. Eh bien, ce dépassement-là de tous les acteurs politiques, à l'exception d'un dossier, je reviendrai sur Moïse Katumbi, mais ce dépassement-là, eh bien, nous devons être exemplaires. Nous devons, nous aussi, dire à tous ceux qui veulent revenir dans l'Alliance pour le renouveau du Congo, et bienvenue, ben revenez. Écoutez, nous avons eu des problèmes, nous allons les traiter en famille, la main est tendue. À vous de la saisir. Voilà, la main est tendue. Nous allons devoir boucler progressivement cette émission, mais nous allons aborder le dernier chapitre, le chapitre qui concerne la décrispation politique. Eh bien, on y vient. Oui. J'ai évoqué Moïse Katumbi. J'ai dit, vous avez évoqué aussi Kyungu Akumwanza. Il y a eu un grand dépassement de tous les acteurs, mais celui qui a fait probablement le plus grand geste, le plus beau geste lors des discussions, des négociations, c'est Moïse Katumbi. Dès lors que nous avions considéré que son cas et le cas de tous les autres prisonniers politiques étaient un préalable, nous avions dit c'est un préalable. Nous n'irons pas siéger aussi longtemps que Moïse Katumbi ne peut rentrer libre dans son pays, aussi longtemps que Moïse Monidela, que Jean-Claude Mouyambo, que Eugène Diomi, que tous les exilés, et que les dizaines et dizaines, les jeunes gens de Lucha, de Filingbi, il y en a encore qui sont en prison. Nous avons dit, on doit libérer tout le monde et nous viendrons discuter. On nous a dit non, ne faites pas ça. Il faut d'abord venir discuter. Mettez ça comme point à l'ordre du jour. Nous avons concédé. C'était une très grande concession. Et nous sommes partis discuter à la CENCO, vraiment le cœur ouvert. C'était la première concession et je vais revenir sur la deuxième concession, qui était extrêmement importante. Nous avons considéré, parce que ça appartient à la décrispation, quand nous avons dit il faut que les débats soient retransmis en direct, l'autre bord a refusé. C'était une deuxième concession. Nous avons dit bon d'accord, vous refusez, on ne sait pas pourquoi, parce que le peuple a droit de savoir ce qui se dit dans cette arène. Eh bien, nous avons concédé cela. Une troisième concession, nous voulions un débat général pour bien fixer l'état des lieux, pour bien évoquer les causes de la crise. Pourquoi il n'y a pas eu d'élection? Nous avons concédé, il n'y a pas non plus de débat général. Nous avons concédé quand Badibanga a été nommé Premier ministre. Nous aurions pu dire non, nous ne voulons plus discuter, c'est de la provocation. Nous avons concédé cela aussi. Nous avons concédé quand il y a eu la nomination d'un gouvernement. Autre provocation. Nous avons concédé cela aussi. Finalement, nous aurions pu dire
À un moment donné, d'ailleurs, il y a eu le 20 décembre, en disant on ne reconnaîtra pas le président de la République. Et finalement, le 23 décembre, Étienne Tshisekedi a dit non, on pourra cohabiter. Nous avons concédé 6 grandes concessions qui ont été faites. Mais une des concessions majeures était sur la personne de Moïse Katumbi. Parce que c'était le cas le plus simple. Nous avons demandé à la majorité, vous voulez la réconciliation? Alors permettez à Moïse Katumbi de revenir en République démocratique du Congo comme un homme libre. Il a interjeté appel, vous ne pouvez pas le jeter au cachot. Vous devez lever le mandat de prise de corps. Cette décision est inique, est injuste. Eh bien, la réponse c'était quoi? C'était, eh bien, dans l'intérêt supérieur de la nation, à l'exception de la majorité, tout le monde est d'accord pour que Moïse Katumbi revienne. C'est ça le résultat. Nous avons été extrêmement déçus. Mais néanmoins, Moïse Katumbi a dit non. Nous étions prêts à arrêter tout. Il a dit non. Il faut signer cet accord. Le peuple congolais est plus important que Moïse Katumbi. Et nous avons signé cet accord. Nous avons respecté cette volonté. Mais nous disons aujourd'hui que le cas de Moïse Katumbi, j'aime bien le mot emblématique, c'est un emblème, c'est un symbole. Parce que s'il est là, ça veut dire que le 300e, le 1000e des prisonniers détenus injustement pourra lui avoir l'espoir aussi d'être libéré. Il faut des cas qui soient emblématiques dans la société pour que les autres s'en soient rassurés. Une commission siège, mais elle ressort d'un gouvernement dont nous considérons qu'il ne nous a pas satisfaits. Nous ne reconnaissons pas qu'il pourra produire de bons résultats. Nous attendrons donc le gouvernement qui viendra, dont le Premier ministre sera issu du rassemblement, qui sera fait sur une base paritaire équitable, pour être sûr que ces dossiers-là pourront avancer très rapidement. Mais le dossier de Moïse Katumbi, c'est quand même un dossier assez privé, pour le dire. À part celui ayant trait aux mercenaires, aux présumés mercenaires recrutés. Mais le dossier dont il est question, dont vous dès lors qu'un allusion, juge oui, a considéré que sa signature a été extorquée avec un fusil sur la tempe, ce n'est plus un dossier de privé. C'est un dossier hautement... Mais est-ce qu'on a de preuves? C'est un dossier on a des hautement preuves politique. qu'il y avait un Je fusil crois que sur la Mme tempe. Chantal Ramazani, elle est vivante. Elle l'a témoigné. Elle les juge. Dès lors que vous avez un fusil sur la tempe, qu'on vous extorque une signature, ça devient un fait politique. Et on quitte la sphère privée. Alors, ne confondons pas les choses. Quand on parle de mercenaires, c'est un fait politique. On quitte la sphère privée également. Ne confondons pas les choses. Moïse Katumbi est empêché de rentrer dans son pays parce qu'effectivement, il est candidat à l'élection présidentielle et sa candidature peut gêner. Nous disons qu'au contraire, aujourd'hui, après cet accord, dès lors que nous nous sommes réconciliés, Moïse Katumbi a remercié le président de la République dans une de ses récentes déclarations, la dernière d'ailleurs, en disant « Vous avez fait aussi preuve de grandeur, monsieur le président de la République. Vous n'allez pas changer la Constitution, vous n'allez pas vous présenter pour un 3e mandat. » Eh bien, je crois que ce sont des gestes qui sont posés et nous espérons que nous irons plus loin dans la réconciliation. Malheureusement, il y a encore des problèmes. Et le fait, par exemple, qu'on ait levé les immunités parlementaires de Gabriel Kyungu est un fait extrêmement déplorable. Mais nous ne voulons pas mettre de l'huile sur le feu aujourd'hui. Nous voulons simplement qu'il y ait une mise en œuvre de cet accord, que rapidement le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral soit installé, que le Premier ministre puisse aller voir le président de la République avec la liste de son gouvernement et qu'il soit nommé, qu'il soit investi et que les choses puissent commencer à travailler, que la CENI puisse être auditée, qu'il y ait un audit minutieux, qu'on n'aille pas bricoler des petits règlements financiers à la va-vite parce qu'on a travaillé pendant 2 ans en dépit du bon sens. On va aller voir chaque ligne de comptabilité. Est-ce que l'argent du peuple congolais pour les élections est-il bien dépensé? Et quand nous aurons tout cela, nous considérons que nous sommes sur le chemin vers de bonnes élections. Olivier Kamitatou, je vais vous poser une question qui est vraiment un cri de cœur. Oui. Nous avons été avec vous dans les grands rendez-vous politiques depuis 2001. Vous avez parlé de Sun City, vous avez même oublié Matadi. On y a été oui, tout à fait. Pour faire l'arrangement particulier MLC, la majorité présidentielle de l'époque, bon, qui s'est muée au fil du temps. Il y a eu tellement de rendez-vous politiques, mais je dirais aussi des rendez-vous manqués en ce qui concerne la réconciliation nationale. Oui. Aujourd'hui, on en parle encore. Réconciliation nationale.
À votre avis, répondez-moi en toute sincérité, à votre avis, qu'est-ce qui fait que le Congo, ces vieux démons, on n'arrive toujours pas à les exorciser, ces vieux démons de division? Quand est-ce qu'on va parvenir réellement, véritablement à cette réconciliation nationale et à quel prix, à quelles conditions? J'ai une pensée tout à fait particulière aujourd'hui pour tous ces foyers qui sont endeuillés, qui vivent une tragédie permanente dans la banlieue de Béni, à l'est du pays. À l'est du pays. J'ai une pensée pour toutes ces familles endeuillées dans le Kasaï. J'ai le sentiment qu'il y a aujourd'hui de nouvelles tensions, mais ces tensions, elles sont peut-être créées artificiellement. Il faut qu'on sorte de cette spirale. Il faut qu'on sorte de ce cycle de violence dans lequel le Congo retourne progressivement. Il ne faut pas que le président de la République quitte le Congo en le laissant là où il l'a trouvé. Ce serait un héritage qui serait manqué. Je ne cesse de dire que nous pouvons aujourd'hui, si nous mettons cet accord, si cette réconciliation, d'abord par les grands acteurs politiques, peut être effectivement accompagnée par toutes les communautés du pays, nous aurons remis le Congo sur les rails. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est en train de dériver, non seulement sur le plan sécuritaire, mais également sur le plan économique. Vous voyez la monnaie? On est à 13. On est à 13. C'est-à-dire 1300 francs congolais pour un dollar. Sans être un Cassandre, un prophète de malheur, nous arrivons à 15, à 20, à 25. Si très rapidement nous n'arrivons pas d'abord à réduire le train de vie de l'État, à montrer que nous sommes conscients que les Mais il faut aussi restaurer la confiance. Et la confiance des investisseurs, la confiance de la viendra population. vous m'avez posé la question, oui. Elle viendra d'une vraie réconciliation. Une réconciliation entre Joseph Kabila, Étienne Tshisekedi, Moïse Katumbi. Le nonce apostolique a cité ces trois acteurs clés et tous les autres acteurs qui sont derrière. Je crois que je n'ai pas été celui qui a cité ces trois acteurs. Ce sont les observateurs et un des plus grands, qui est le Vatican et qui est le nonce apostolique. Si déjà les trois grands acteurs de ce pays peuvent se mettre d'accord pour arriver à des élections dans un délai très court, pour éviter au pays une crise institutionnelle, de légitimité. Ce que nous vivons aujourd'hui ne doit pas se reproduire en septembre ou en octobre 2017. Il faut se ressaisir immédiatement. Ce n'est pas des questions de petits postes, de petits partages du pouvoir. Nous devons sauver le Congo. Il ne faut pas sauver son fauteuil ministériel. Nous avons abandonné nos fauteuils ministériels. Maintenant, il appartient à tout le monde, d'abord, de sauver le Congo, de penser Congo avant de penser à soi-même. Et c'est ça le plus important qui peut nous permettre d'éviter une nouvelle crise. Où en est-on avec le dossier de Kyungu Akumwanza? Gabriel Kyungu Akumwanza, qui est vice-président du G7, on a levé son immunité parlementaire. Il a été convoqué. Il a répondu à cette convocation. Il devait venir dans le cadre, effectivement, des négociations politiques. Il était empêché de voyager. Mais je le dis, ne mettons pas de l'huile sur le feu. Nous voulons un apaisement, mais nous sommes vigilants. Pas seulement nous, le peuple congolais est vigilant. Vous l'avez dit, il y a un doute. Aujourd'hui, pour lever ce doute, il faut rapidement mettre en œuvre cet accord. Nous allons devoir boucler cette émission. Il faut le dire, j'ai tenu à la faire également, ici, au siège du G7, pour rendre hommage à un homme, Charles Moindo Simba. Paix à son âme, c'est quelqu'un qui a été un partenaire assez important, sérieux, et j'ai même les larmes. Voilà. Effectivement, je vous remercie. Je vous remercie en sa mémoire parce qu'il a été un père, et il reste un père pour nous. Il était quelqu'un d'extrêmement droit, de grande droiture, un homme politique éminemment important. Au-delà de l'affection que nous lui portons, c'est une grande perte pour le G7 et pour le pays. Et donc, je vous remercie de ce geste. Merci beaucoup. Perspective d'avenir 2017, quels sont vos souhaits, vos vœux pour le pays, pour la nation tout entière? Vous pensez que le Congo va résolument se diriger vers des horizons meilleurs? Mon vœu le plus cher, c'est que tout le monde garde la santé. C'est que le droit à la vie, j'ai parlé des enfants qui sont aujourd'hui à Béni, ou qui sont à Kananga, ou qui sont ailleurs, eh bien que tout le monde puisse vivre en paix dans son foyer.
qu'il y ait la paix dans les foyers, mais que nous puissions tous vivre ensemble dans une grande communauté qui s'appelle la République démocratique du Congo, qui est promis un très bel avenir. Nous allons, dans les quelques mois qui viennent, aller dans un processus électoral. Ce sera une grande passion. Je crois qu'il faut que ce soit un processus apaisé, mais je veux que les uns et les autres, mon désir le plus cher est que chaque enfant congolais puisse avoir les mêmes chances et qu'il devienne dans la société ce qu'il aspire à devenir. Et que nous ayons, par la force du mérite et du travail, tous ensemble, à construire une grande nation dont nous soyons tous fiers. Merci Olivier Kamitatou. Merci en tout cas de nous avoir accordé cette entrevue. J'espère que maintenant on va se voir régulièrement pour d'autres enjeux qui viendront. Plaise à Dieu. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce prochain rendez-vous, c'est dans quelques jours. Le rendez-vous politique, c'est votre émission. Nous sommes très contents. Nous vous souhaitons une très belle et heureuse année 2017. Paix chez vous et paix dans toute la République démocratique du Congo. Bonsoir.